vous traînez un peu, je trouve, alors qu'on est qu'à 4 épisodes de la fin. Ça sent le double épisode final qui va expédier beaucoup de trucs. Je sens totalement dire ça. De toute façon, hein, pour ce que je pense de cet arc, pour l'instant, hein, expédiez comme vous voulez, faites traîner ce que vous voulez, hein, je m'en fous un petit peu. Mais bon, en soi, ça allait, c'était correct. En gros, c'est un long combat glorifié, cet épisode, avec quelques petites touches de scénario derrière. Et pour ce que ça vaut, le combat il est bien fait. Ce qu'il y a à côté, je m'en bats les couilles, mais je suis pas mal foutu non plus dans l'absolu, donc. Enfin, il y a des choses à redire, hein, je vais en parler. Hein. Donc, ça commence avec une réunion stratégique où on se dit quel est le plan. Et il y a que Netosa qui se dit ouais, je sais quoi faire. Il faut s'attaquer aux princesses sur leurs faiblesses. Elle fait son petit délire sur Tournelle parce que une fois de plus, on ne peut pas appuyer quelque chose de façon sérieuse. Il faut que nos personnages se comportent en guignol, donc elle en fait des caisses sur Tournelle, sur le fait qu'elle la gonfle un petit peu, de lui reprocher de pas faire la vaisselle, ce genre de conneries. Parce que on ne peut pas appuyer totalement ce genre de choses au sérieux. Et donc, voilà, elle fait des petits délires sur je sais quelles sont vos faiblesses, à vous, à ci, à ça. La moitié des princesses, elles ont pour faiblesse le feu. C'est marrant quand on y pense, mais ouais, quoi, la glace, l'eau. Encore l'eau, en quoi le feu est une faiblesse face à l'eau? Techniquement, ça devrait être l'électricité, quoi. Mais bon, quoi, c'est ce genre de logique. Ça me fait penser qu'on n'a pas une princesse de feu, ce qui est un manque, honnêtement. Une princesse qui sait manier le feu. Et on a la glace et l'eau. Ok. C'est le détail, donc elle fait son petit délire, je connais les faiblesses, et ça sert absolument à rien. Hein, ton expertise à la con, comme quoi je sais bien faire les choses, je suis sérieux, je sais bien débrouiller. On est content, t'as servi à rien durant les 4 premières saisons et demie. Maintenant, tu vas être une chef qui domine un petit peu, qui dirige un petit peu. Ouais, on y croit trop, quoi. T'étais où avant? T'étais où? Va te faire foutre, va te faire foutre. Sérieusement. D'autant plus que c'est pas comme si elle apportait grand chose, c'est pas comme si les petits conseils qu'elle a dit sur les faiblesses des princesses allaient apporter le moindre rapport à comment on va les combattre juste après. Donc va te faire foutre, quoi. Merci pour cette intervention qui n'a servi à que dalle. Il y a donc nos héros qui ont repéré la présence de Scorpia au Rocher de la Peur, et seulement de Scorpia. Ce qui est bizarre parce que toutes les autres princesses contrôlées y sont. Il n'y a pas Mika. On s'en fout de Mika. On le met le plus possible à l'écart, celui-là. Parce que, je sais pas, on veut garder le suspense, on veut totalement atténuer la force de son revirement du mauvais côté en se faisant contrôler hors champ comme un blaireau. Et on en parle rapidement dans un épisode pendant 1 minute, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Le fait que Mika passe à l'ennemi, on en parle rapidement comme quoi c'est un truc un peu dur, un peu grave, mais on le montre pas. On prend pas la peine de montrer la gravité de la chose réellement. Une fois de plus, cette série, c'est je dis, je ne montre pas. C'est beaucoup de trucs comme ça quand ça concerne les éléments un peu graves du scénario, les éléments tactiques importants. Non, enfin bon quoi, on dit voilà, il y a Scorpia qui a été repéré au Rocher de la Peur, on y retourne, il y a une dispute qui amènera à une petite réconciliation entre Jasmine et Catra, parce que Jasmine, elle a été une amie très douce avec elle, alors que Catra, bah, c'est pas tellement le cas, donc on appuie ça pour qu'à la fin, Catra comprenne le point de vue de Jasmine, qui est ultra naïf. Je veux dire, l'idée de vouloir mettre en avant l'amitié, la force des liens entre nous, ça c'est pas mauvais. C'est un cliché que j'accepte et qui me plaît dans l'absolu, mais la façon dont elle le dit, la façon ultra naïve et enfantine qu'elle a de l'appuyer constamment, ça devient un peu saoulant. Ça aide pas à appuyer grandement la puissance du personnage, l'impact émotionnel du personnage lorsqu'elle regrette de ne pas pouvoir aider Scorpia quand elle la rencontre. C'est vraiment dommage. Parce que si vous aviez mieux géré ça dans votre texte, dans votre mise en scène, ça aurait pu être plus touchant, mais là j'en ai un peu rien à foutre, quoi. Puisque vous voulez à tout prix appuyer que c'est un gimmick de la petite fille qui est ultra naïve et qui ne se raffermit pas vraiment de son expérience, parce que je pensais que avec le combat qui va venir, parce que en gros comme j'ai dit c'est juste un grand combat glorifié, hein, nos héros se rendent au Rocher de la Peur, ils tombent sur Scorpia qui parle pas.
Elle est contrôlée, mais elle parle pas du tout, elle. Est-ce que c'est son électricité qui dérange un peu sa puce sans vraiment la casser, puisqu'elle obéit totalement à Horde Prime, mais elle parle pas. Parce que voilà, une fois de plus, elle émet de l'électricité constamment, hein, même quand elle est contrôlée, donc ça devrait totalement déranger sa puce, mais ça le fait pas. Et au passage, oui, on va avoir du combat contre Scorpia, puis après, il va y avoir Jasmine qui apparaîtra, puis un peu plus tard, Tournelle, quoi. Elles y vont par à coup. Hein. On attend un petit peu, il y en a une qui fait son show, après la suivante, et puis l'autre, histoire de dire. Et voilà, on se bat à différents endroits, et il y a personne qui pense particulièrement à attaquer directement les princesses contrôlées sur la nuque. Vous savez, là où il y a les puces qui les contrôlent. Il n'y a qu'à la fin qu'on arrivera à faire ça pour une princesse, mais sinon on essaye de se battre contre Scorpia avec Jasmine qui gémit et qui ira nulle part. Il y a Catra qui sera seule face à Sirena qui a sa faiblesse l'eau. C'est histoire de dire quoi. Il n'y aura pas d'avancée particulière là-dedans quoi. Elles seront toujours contrôlées à la fin, mais on aura eu un moment où elles affronteront nos héroïnes. Tandis que ouais, Tournelle et Netossa se battront entre elles. Netossa finira par avoir le dessus, pas comme les autres dernières fois, donc tant mieux. Et par attaquer sa puce. Après avoir fait son petit larmoiement pendant une vingtaine de secondes lorsqu'elle la tient, t'as de la chance que le scénario t'arrange parce que elle aurait largement pu essayer de se libérer pendant ce temps-là. Mais bon, hein, voilà, elle la libère, elle balance son... Je sais pas exactement le délire, quoi. Je veux dire, son truc, c'est de faire des filets. Alors, comment elle peut balancer une boule d'énergie exactement je ne pige pas. Voilà, elle fait des filets, elle fait des espèces de champs de filets, mais comment elle peut... Merde. Ouais, bref, elle attaque la puce, qui fait qu'elle tombe dans les pommes, et donc elle sera évidemment soignée par Entrapta. Et ouais, si c'est censé être ça, le grand moment de gloire, une fois de plus, de ce couple, je suis pas ultra impressionné, hein. Ça fait le taf, hein, le drame est acceptable, mais en quoi je suis censé trouver ça extraordinaire, vraiment? Une fois de plus, il vous en faut pas beaucoup pour arriver à trouver quelque chose de génial, hein, si c'est ça qui est censé être génial chez ce couple, quoi. Donc ouais, ça c'est fait. Jasmine, bon, on finira par se barrer puisqu'on n'arrivera pas à la battre. On se penchera plus sur Scorpia qui sera contre Adora et Jasmine. Adora qui aura du mal à gérer sa transformation en She-Ra pour une raison qui m'échappe. L'électricité de Scorpia la dérange. On va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. Et au bout d'un moment, elles finiront par aller loin dans le rocher de la peur et tomberont sur Horde Prime qui est là. Et alors qu'elles sont capturées, super bizarrement, parce que c'est pas logique du tout, il y a un moment donné, il y a Jasmine qui est pris les mains dans les lianes. Ok, pourquoi elle se libère pas? Je piche pas, t'as des mains dans les lianes. Des lianes! Jasmine, ton pouvoir de liane. Eh oh, Jasmine. Bref, elles sont capturées. Horde Prime leur fait un discours à la con qui me pose un peu problème parce que je sens qu'on va pas aller dans le détail, puisqu'il dit ok, tu sais quoi, She-Ra, je n'ai pas besoin de toi, j'ai fait des découvertes maintenant grâce aux travaux de mon frère qui n'avaient absolument rien à voir avec la recherche sur le cœur d'Etheria jusqu'à présent. Il n'était pas du tout au courant de ça, il n'était pas particulièrement au courant du délire avec les fondateurs sur cette planète. Et ben grâce aux recherches de son frère, il arrive à savoir qu'il y a un moyen d'utiliser le cœur d'Etheria sans utiliser She-Ra. Je sais un moyen de le contourner. Et ce moyen, ben, on ne dit pas ce que c'est. Voilà. J'espère que vous allez développer. Parce que si vous dites juste, ah, il a trouvé un moyen, maintenant c'est grave, si ce moyen, devinez-le vous-même, vous voulez vous faire foutre, hein, c'est l'écriture de merde, une fois de plus. Hein. Donc j'espère qu'on aura une explication à ça. Étant donné qu'il reste que 3 épisodes, j'ai quelques doutes, c'est pour ça. Hein, mais bon, hein, c'est pas impossible que la série me détrompe à ce niveau-là, hein, c'est pas impossible. Bref, il ordonne à Scorpia de les tuer, alors que Jasmine, une fois de plus, elle pourrait se libérer facilement, mais merde quoi. Elle dit, non, je veux croire à la force de notre amitié, de l'amour. Scorpia, regarde-moi! Et elle a un moment de doute qu'on voit pas très bien, ce qui fait qu'elle ne les attaque pas directement, ce qui leur permet de s'enfuir. Sachant qu'elles auraient pu s'enfuir elles-mêmes.
elles étaient pas non plus liées à ça. Et une fois de plus, c'est ton pouvoir, putain de merde, Jasmine, putain, merde. Bref, tout ça pour appuyer qu'il reste un début de conscience dans Scorpia, et je sais, quoi, c'est incroyable quelle grande découverte. On a vu que ça marchait chez Tournelle, et on a vu que ça marchait chez Catra. Waouh, vous me surprenez que ça marche un peu pour Scorpia aussi. Voilà, ah, quel rebondissement incroyable. Mais bon, ils parviennent à se barrer, et ils seront sauvés par Cynthia, tout le monde, et il y a juste Tournelle qui sera sauvé au bout du compte. Hein, le couple chéri est reformé, et j'imagine qu'à partir de maintenant, elles seront juste secondaires, elles auront un petit rôle comme ça. C'était le petit drame qui aura duré quoi, 5 épisodes autour d'elle, hein, et qui n'a pas particulièrement appuyé la profondeur ou le capital attache de leur couple, juste un gros drame qui leur arrive parce qu'elles sont séparées l'espace d'un moment. Et une fois de plus, le drame il est bien fait, mais c'est tout ce qu'il y a, le drame. Une fois qu'on se centre sur elle en tant que couple, dans tous les moments qu'on a eu avant, et même le moment qu'on a vu au début de cet épisode où elle se plaint qu'elle lui reproche de ne pas faire la vaisselle, ben, je vois pas ce qu'il y a de si profond autour d'elle, quoi. C'est ça, une fois de plus, que je tiens à appuyer. Je comprends que vous soyez pris par le drame dans la situation de ce couple, mais qu'est-ce qu'il y avait autour de ce couple avant ce drame? Je veux vraiment savoir, parce que je ne vois pas une seule seconde ce qu'il y a là-dedans. Bref, tout est un petit peu arrangé, seulement parallèlement, parce que je n'ai pas parlé de certains personnages. Il y en a qui sont partis chercher les papas de Flèche d'Or. Eh oui, ils existent. J'avais un peu peur qu'on les oublie complètement et qu'ils n'aient pas un rôle. Et à la limite, c'était peut-être pas plus mal que ce soit le cas, parce que on force un truc qui est un peu gros. Vraiment, là, c'est vraiment du forçage scénaristique grossier, qui a clairement pas été pensé avant et qu'on nous balance comme ça, puisque y a Flèche d'Or qui s'inquiète pour ses parents, il y a Cynthia qui l'accompagne, ce qui est un petit peu naze puisqu'elle serait une force première pour aider dans le combat direct, mais non, c'est elle qui suit Flèche d'Or, alors qu'elle aurait pu vraiment aider les choses. Je veux dire, avec son pouvoir de téléportation, elle peut facilement apparaître derrière les gens et s'attaquer à leur puce. Vous savez, stratégie. Ça paraît tout con comme ça, vous avez mis en place une petite réunion stratégique au début qui n'a servi à que dalle. La vraie stratégie de base, est-ce que vous pourriez penser un tout petit peu, bande de cons? C'est ça qui rend ce combat, bon, pas mauvais dans l'absolu, mais pas marquant du tout, pas recherché, pas intelligemment pensé, écrit, quoi. C'est juste, on réagit aux attaques, c'est tout. Les attaques sont bien faites, il y a de la bonne mise en scène en termes d'action, c'est cool, mais le combat, il n'est pas purement réfléchi ou quoi que ce soit, ce qui fait qu'il n'est pas ultra marquant. Et donc, ouais, Cynthia et Flèche d'Or se rendent auprès des papas de ce dernier. Ils sont pas chez eux, ils ont laissé une petite énigme pour que leur fils les retrouve, et ils les retrouvent dans des ruines, les ruines de je sais pas quel endroit. C'est la tour qui a été détruite ou j'ai loupé quelque chose? J'ai pas fait gaffe, je sais pas exactement quelle ruine, des ruines des fondateurs. Et il se rend là-bas, il trouve ces deux papas qui font le guet, et bien entendu ils sont pas contrôlés, et ils parlent à leur fils qu'ils ont retrouvé rapidement. Et au passage, leurs 12 autres enfants, ils sont où? C'est un petit détail là con, quoi. On montre bien qu'ils ont une famille de 13 enfants, hein, on l'a dit dans l'épisode où ils sont apparus. Ils sont où, leurs 12 autres fils? À un moment donné, ce serait cool de l'appuyer, quoi. Vous dites qu'ils ont 13 enfants, mais on voit jamais les autres. À chaque fois qu'ils apparaissent, ils ont pas de considération particulière pour ces 12-là, apparemment aussi. Donc, c'est bien beau de dire, ah, on a 13 enfants, si ça veut rien dire, en fait. T'aurais pu juste dire qu'ils avaient qu'un seul enfant, ce serait pareil. Et si vous appuyez pas ça, c'est n'importe quoi, ce genre de petit détail, quoi. Montrez un tout petit peu la chose. Peut-être qu'on le verra d'ici la fin de la série, on verra. Bref. Ils parlent à leur enfant qu'ils ont trouvé quelque chose dans ces ruines avec cette espèce de... C'est pas grand espoir, j'avais mal vu la première fois, c'est une sorte d'administratrice qui a un peu le même style, mais pas exactement grand espoir, qu'on avait vu donc la première fois dans l'épisode 2 de la série, ce me semble. Donc oui, ça commence à dater un petit peu. L'épisode 2 de la saison 1, quoi. Il me semble que c'est ça, c'est ruine en fait. Donc ils se rendent là, ils font le topo de ce qui se passe, et ils se rendent compte, ils ont trouvé
hors champ, qu'il y avait un moyen de contourner le petit pare-feu qu'il y avait pour ça, parce que normalement il n'y a que She-Ra qui peut avoir accès à ça, mais il suffit que n'importe qui dise par l'honneur du crâne ancestral, ça débloque, c'est un mot de passe qui débloque le pare-feu et qui donne accès à des informations. Waouh! Ça arrange bien, et en plus de ça, on apprend le truc que comme par hasard, il y avait une coalition d'amis de Mara. Mara n'était pas toute seule, elle avait des copains, et elle a formé une espèce de petit groupe pour se rebeller contre les fondateurs à ce qu'ils voulaient faire, tout ça, et c'est bien joli. Depuis quand? Depuis quand, putain? À aucun moment on a appuyé ça une seule seconde. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a un moment donné où Madame Raz a dit ah, toi et tes amis, Mara, j'ai pas souvenir, hein. Reprenez-moi si je me trompe, parce qu'il y a un épisode où Madame Raz dit rapidement ça, parce que la seule personne avec laquelle on la voit se copiner, Mara, dans tous les flashbacks, dans tous les récits d'elle qu'on a montré, bah, c'est Madame Raz et Grand Espoir. Voilà, c'est tout, on ne voit jamais personne d'autre. Hein. C'est bien de nous balancer cette connerie comme ça, ouais, il y a une coalition d'amis de Mara qui existait, ah, c'est cool, on en est à 4 épisodes de la fin, merci de me balancer ça. On voit que vous y avez tellement réfléchi avant à ce truc aussi, hein. Donc, ouais, ils ont une piste. Ils ont une piste parce qu'il existerait un endroit où on pourrait désactiver le cœur d'Eteria. Cet endroit s'appelle Arxia, la première fois qu'on entend parler de ça, et ouais, quoi, c'est le truc qui pourrait permettre de désactiver le cœur d'Eteria. Alors, ils n'ont pas été super clairs, mais je pense que ce que ça veut dire, c'est que ça désactivera ce que les fondateurs ont implanté dans Eteria, ce qui permettra à la magie d'Eteria de devenir beaucoup plus pure, plus naturelle et donc plus puissante, comme l'avait indiqué rapidement Ténébra. Ce qui veut dire que voilà, on a une piste. Il y a donc, après que Cynthia a sauvé ses potes de l'attaque des autres princesses, on en parle. She-Ra dit super, on va pouvoir désactiver ça et tout arranger. Non, tu vas juste empêcher la Horde d'avoir accès au cœur d'Eteria, mais peut-être que la magie qui en découlera après sointera en vous directement naturellement parce que mon cul TGCM, hein, on va dire que ça marchera comme ça. Et ils se disent où est cet endroit Arxia, et c'est là que Ténébra arrive comme une fleur et dit je sais où c'est. Il faut qu'on aille à Mystacor. Voilà. C'est cool, elle a fait ses recherches hors champ, c'est pratique. C'est pratique ce genre de choses pour appuyer les développements importants, les endroits importants où on doit aller, de dire que tout a été trouvé hors champ par d'autres personnes. Tandis que nos héros, ils subissent et ils accomplissent des tout petits trucs, quoi. C'est bien, ça fait plaisir, plaisir. En dehors de ça, j'ai pas grand chose de spécial à dire. C'était un grand combat un peu glorifié, majoritairement cet épisode. Il est bien fait dans l'absolu, pas ultra marquant mais bien fait. Ouais, on garde nos personnages tels quels, on garde ce ton qui me gonfle à quelques moments. C'est typique, voilà. On va voir comment ça va se résoudre, se résorber, puisque maintenant on balance des tonnes de trucs que les gens ont trouvé comment faire hors champ, donc ça va grandement aider le scénario à poursuivre ça. Et on verra comment ça va se goupiller ça. Est-ce que nos princesses vont rester contrôlées jusqu'à la toute fin et c'est vraiment dans les dernières minutes qu'elles vont être libérées de ce contrôle? On verra, on verra. À bientôt pour l'épisode 11, bye!